Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Je sais pas, ça va être un peu à l'arrache, hein. J'ai installé le setup et puis advienne que pourra. J'ai pas tous mes decks, enfin j'en ai sorti quelques-uns. J'ai pas forcément ressorti ceux sur lesquels il y a eu des deck tech entre guillemets récemment. Voilà. J'espère que le ventilo vous crache pas trop dans les oreilles parce que là je l'ai mis à donf et il est à 30 cm de moi. Salut Suikoden. Parce que pour le coup là sinon c'est invivable. La chaîne magique de Maxwell suit. Les messages de Anna dans le chat. Bon, c'est pas la meilleure modératrice, hein, mais je la paye pas cher, donc on va s'en contenter. Voilà. Perso, j'entends pas le ventilo. Encore une fois, le nôtre couvre le son du tien, oui, c'est vrai. Le monoblack doit être drôle. Ouais, le Super Shredder. Bah, je pense que c'est mon deck le moins intéressant. Bon, de toute façon, les decks Voltron... En vrai, j'ai jamais monté de deck Voltron très original. Hein. Je pense que là, le plus original, ça va être le Saeli, je pense. Et le Marizi, donc c'est un deck God, et il est hyper fort. J'ai même pas spécialement fait exprès de le rendre hyper fort, c'est juste que la mécanique de God, finalement, je la trouve assez cheatée en commandeur multi, et il y a généralement le 1v1 qui finit assez mal, mais j'ai un taux de win rate avec Marizi qui est assez dingue. Je pense que je dois être à... Allez, j'ai dû faire une dizaine de games avec, et j'ai dû peut-être avoir que 2 ou 3 défaites avec. Il est... Je sais... Je l'avais pas forcément buildé pour qu'il soit méga fort, mais il se trouve que c'est méga fort. Je pense qu'il est assez classique, j'ai pas trop regardé les listes, mais je pense qu'il sort pas trop de la... des conventions. Après, bon, il y a plein de façons de le monter, hein. Mais celui que je sors le plus et que je kiffe le plus jouer en ce moment, c'est ce Saeli, là, le Saeli Temur, qui me rappelle la grande époque de Temur Energy, en standard à l'époque de Kaladesh. En vrai, c'est un peu pour ça que je l'ai monté à la base. Mais finalement, les énergies, enfin, ça tourne pas tant autour des énergies. Il faut juste être sûr d'avoir au moins ces 3 énergies avant la phase d'attaque. Finalement, à part pour payer la capacité de Saeli, les énergies, je m'en sers pas plus que ça. Ça fait des parties pas très longues, Marizi. En tout cas, la version que j'affronte régulièrement. Ouais, globalement, ça permet un peu d'accélérer le tempo. Parce que tu vas obliger tout le monde à s'attaquer, et tant mieux. Et ouais, en fait, je sais pas, j'arrive toujours à bien me protéger, j'arrive toujours à faire s'entretuer mes adversaires. Et il y a 3-4 cartes qui me permettent de gérer le late game en 1v1. Bah, on regardera de toute façon. Et j'ai toujours eu un peu de chance d'ailleurs sur le late game. Et on a ici le Super Shredder qui est l'une de mes dernières créations. Et j'avoue que je l'ai monté juste parce que je voulais avoir un deck Shredder et que... la version alternative est trop belle, je vous rassure, c'est pas une version Fracture Foiled. Sinon j'aurais payé le double. Hein. Alors on commence par... Il y en a plein d'autres, mais je voulais commencer par un de ces trois-là. Lequel vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on commence par le Saeli, par le Marizi, ou par le Super Shredder? Super Shredder. Je pense que le Saeli, c'est le plus... En vrai, c'est le plus technique à jouer, le Saeli. Parce que c'est des triggers de tokens et d'ETB et en fait de mettre dans l'ordre sur la pile tous les triggers de début de phase d'attaque, des fois c'est un peu le bordel. Et vu comme il fait chaud et vu comme je fonctionne un peu au ralenti en ce moment, je pense que le mieux ce serait de commencer par le Saeli parce que comme ça je pourrais vous l'expliquer sans trop me perdre. Mets un coup de tête au hasard pour choisir. Très bonne stratégie Anna. Je vais m'y appliquer immédiatement. Je me souviens du Saeli à la Magic Mania. Ouais, je me rappelle que c'était contre... Est-ce que c'était pas le moment où t'avais ton Mono Black merde, c'était pas Shadow, c'était personnage de Final Fantasy dont le nom m'échappe là. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être pas mangé assez d'Oméga 3. C'était Kane, putain voilà, c'est ça. C'était le fameux Kane. Bah on part sur le Saeli, écoutez, voilà. Faites-moi penser qu'il faut que je rentre ces cartes-là aussi. J'ai une petite fusion avec la nature en foil. Marque de Sakiko, à la limite je suis pas sûr de la rentrer. Non ça c'est de l'achat perso. Voilà, j'en ai une deuxième, j'en ai une troisième. Il y en a au moins 2 que j'aimerais rentrer. Rappelez-moi. Je sais pas dans quel... D'ailleurs dans Saeli ça pourrait rentrer fusion avec la nature. Bon on verra. Et dans Yuna aussi peut-être si je vous sors le Yuna. Écoutez, c'est parti pour la petite présentation de Saeli Radiant Creator. Voici Dame Saeli. Dame Saeli.
Hop. Alors c'est tellement pas classé par contre. C'est à l'arrache ce soir, c'est discussion tranquille, voilà, y a pas de... D'habitude quand je fais des deck tech, c'est classé par thématique. Là, on s'en branle, c'est à l'arrache, c'est juste histoire de papoter autour de Magic. Hein. Ce stream n'a pas plus d'ambition que ça, sachez-le. La petite série de tokens. Je vais arrêter de jouer des decks tokens parce que j'avoue que j'en ai un peu marre. J'en puire plus. J'en puire plus. Tac, tac, tac. C'est trop. C'est trop. Et encore, c'est pas le pire que j'ai eu. Hein. Ça, c'est pour traquer mes énergies. La classique énergie Pokémon. Ils sont moches, les nouveaux tokens. Ceux de Marvel Super Heroes. Ça, c'est mon token ours. J'ai pas trouvé de ours à ring. Bon, bah, regardons un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, le but du deck, globalement, ça va être de copier ce qu'il y a sur la table et notamment de pouvoir copier les créatures qui ont des effets d'envahissement pour pouvoir flou le board et d'abord flou le board et ensuite booster tout le monde pour mettre des patates à 12 000. Donc Saeli, Radiant Creator, ça coûte 4 mana dont Témur, c'est une 4/4. Quand je lance un sort d'artificier ou d'artefact, je rajoute une petite énergie, voilà. Alors pas à ma réserve parce que c'est une ressource qui est à part hein, dans Magic, les énergies, qui restent là tant qu'on les utilise pas. Au début de ma phase de combat, je peux payer 3 d'énergie et si je fais ainsi, je vais copier soit une créature, enfin un permanent d'ailleurs, je vais copier un permanent que je contrôle et ça deviendra une 5/5 artefact en plus de ses autres types. Il va gagner la célérité et à la fin du tour, je dois le sacrifier. Voilà, donc ça va être intéressant de copier notamment les permanents qui ont des ETB intéressants et qui ont des effets de mort intéressants. Ça peut être aussi intéressant de copier les créatures qui ont des capacités qui se déclenchent au début de la phase d'attaque, sachant que je peux mettre tous les triggers dans l'ordre que je veux. Donc je peux d'abord, si je veux copier le permanent en question, et ensuite avoir un double effet de phase d'attaque au début de ma phase d'attaque. Voilà, on peut boui-boiter. En fait, c'est un deck qui peut un peu boui-boiter, globalement. Même si, le but du deck, c'est surtout de faire de la value, de faire un gros board, et de faire ensuite un effet d'envahissement pour tuer les 3 adversaires d'un coup. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas le boui-boitage ultime, mais ça peut boui-boiter. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Les adversaires le voient pas forcément venir, voilà. Et ça c'est c'est encore un... ça c'est un de mes tokens Mir, je l'avais oublié. Alors lui par contre c'est Aspico. Je l'ai. Vous inquiétez pas, ça je l'ai. Et ça c'est mon deuxième token Mir. Sauf que celui-là il est contact mortel et c'est encore Aspico. Voilà. Simigrowth Chamber, c'est un Bounce Land en Simic, voilà, c'est pas très intéressant. Rivendell, tout simplement parce que y a très peu de raisons qu'il arrive engagé et que Scry 2 c'est quand même bien. Hein. Scry 2 ça creuse quand même pas mal pour 2. Donc pour aller chercher le kill, c'est toujours intéressant. Voilà. Petit land utilitaire sympa. Heroic Intervention parce que c'est fort, parce que ça sauve ton board sur une Vras ou même sur n'importe quoi, genre si on veut gérer ton commandant ou quoi. Siège du Synode. Pourquoi c'est un terrain artefact? Parce que j'ai des créatures qui regardent le nombre d'artefacts. Voilà, je vais avoir des effets dans le board qui vont checker combien d'artefacts je contrôle. Et donc j'ai mis les 3 terrains artefacts de mes couleurs. Donc bleu, rouge, vert. Voilà, au cas où. Yavimaya, berceau de la croissance. Voilà, ça coûte un peu rien de le mettre en fait. Hein, pour permettre à tous nos terrains de potentiellement faire du vert. Willow Rush Verge, parce que les Verge, c'est fort en fait, hein, c'est des bons terrains. Servant du conduit, ça c'est pour faire de l'énergie. Comme je vous l'ai dit, on va toujours chercher à avoir nos 3 énergies disponibles avant la phase d'attaque. Ça c'est vraiment important, parce que si on veut faire notre value, si on veut que le deck tourne, et que toute cette bonne machine soit bien huilée, il nous faut absolument les 3 d'énergie au début de la phase de combat, sinon c'est chiant. Donc ça c'est pas mal parce que quand ça arrive, ça va tout simplement nous faire 2 énergies. Et en plus ça fixe un peu le mana parce que là c'est un dork. Alors c'est un dork qui est dépendant de nos énergies mais ça permet de fixer tout de même. Sachant que
couleur dominante du deck, ça reste le vert évidemment. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas un artificier. Sinon, bah, Saeli le verrait, on gagnerait 3 d'énergie, ce serait cool. Mais voilà, bon, c'est important quand même de stacker l'énergie. Donc Servant du Conduit, c'est un des meilleurs tours 2. Generous Plunderer, parce que dès que j'ai accès au rouge dans un deck, je mets Generous Plunderer. Et en plus, ça crée des artefacts, au-delà le fait que c'est des trésors et que ça va me faire, entre guillemets, ramper, ce qui est toujours très important. Bah, encore une fois, sur les triggers qui regardent le nombre d'artefacts, voilà, ça fait des petits trésors en plus, c'est pas dégueulasse. Et Generous Plunderer, ça rentre partout, c'est vraiment une des cartes les plus fortes rouges de Magic, je trouve, enfin... En tout cas dans d'autres formats. J'adore cette carte, mais qui vaut quand même un peu cher. Trésor Map, pareil, c'est un artefact, donc c'est cool. Ça trigger Saeli. On va pouvoir scry, ce qui est toujours intéressant pour contrôler un petit peu le dessus de la bibliothèque. Et techniquement, c'est de la rampe, parce que si on a déclenché 3 fois son effet, ça se retourne. Et derrière, eh ben, on a Treasure Cove. Ça fait du mana et ça permet de piocher, sachant que c'est un deck qui globalement arrive à faire pas mal de trésors. Bon, la map en fait d'elle-même, hein, mais voilà, ça va faire un petit piocheur, ça rampe et en plus ça fait piocher. Voilà, en sacrifiant un trésor. Donc c'est une très bonne carte, je trouve un petit peu sous-côté, Trésor Map, globalement, je la vois jamais alors que c'est fort. Source de Sani, voilà, je vous parlais de permanents qui ont des ETB et qui ont des effets de mort, ou en tout cas des effets quand ils sont détruits, et bah source de Sani, voilà, c'est ça. Clairement, si on veut pouvoir bien piocher, bah, on va copier ça avec Saeli, ce qui va nous faire piocher 2 cartes supplémentaires dans le tour. Voilà, parce que bah, ça fait piocher quand ça arrive et ça fait piocher quand ça va au cimetière, donc un petit classique des decks artefacts, source de Sani. Centre d'éther, bon voilà, dans tous les decks... dans la quasi-intégralité des decks énergie, bon, pas besoin de déblatérer plus que ça. Centre d'éther dans un skin promo très joli, vous remarquerez. Hein. Avec un foil sélectif uniquement sur les petits tuyaux qui servent à déplacer l'énergie, qui servent à relayer l'énergie. Gredin Raffineur, pareil, ça c'est un reliquat de mon deck Temur énergie à l'époque du standard de Kaladesh où je jouais. C'est une carte qui va se remplacer hein, pour 3, une 3-2, quand ça arrive on pioche. Et on va faire 2 énergies, voilà, c'est méga fort. Si derrière on copie ça avec Saeli, bah, encore une fois ça fait piocher 2, ça fait gagner... Enfin, en plus l'énergie qu'on va dépenser pour en faire une copie, on va en regagner une partie tout de suite derrière. Donc non, ça c'est un des meilleurs... c'est ce qui va fluidifier le deck et c'est ce qui va nous faire de la bonne value, voilà. J'aime beaucoup cette carte. Généralement, avec un Gredin Raffineur en main de départ, t'es bien. Pont d'Arge Falaise, je parlais tout à l'heure des terrains artefacts, effectivement. J'ai pris aussi tous les bilans liés à la tricolorité Temur qui ont le sous-type artefact, encore une fois, parce que j'ai des cartes qui regardent le nombre d'artefacts. Kappa Canonnière, pardon. Ça peut potentiellement faire partie des kills du deck. Après, c'est pas forcément la carte la plus intéressante. En vrai, ça a jamais fait grand chose dans le deck. Je l'ai un peu rentré par instinct et par habitude quand je build un deck artefact. Pour 6 mana, c'est une 4-4, ça a l'improvisation, donc on peut payer avec des artefacts. Ça a le ward 4, donc globalement on est tranquille. Et quand un artefact entre sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on met un marqueur +1/+1 sur le kappa, et il devient imbloquable ce tour. Ça marche avec les terrains artefacts, parce que c'est pas casté, hein. C'est entre sur le champ de bataille. Donc si on a joué un de nos terrains artefacts, ça va trigger le kappa. Ce qui est cool, c'est que si on joue notre terrain, que derrière on joue un artefact, il va quand même gagner ses +2/+2, il va être imbloquable. Voilà, ça reste une bête qui va aller mettre des grosses patates globalement tout le long de la partie. Mais en vrai, ça peut être un slot remplaçable. D'ailleurs, je vais la mettre de côté parce que... Alors, c'est un deck qui fait déjà beaucoup de value. Je suis One with Nature, ce sera pas forcément pertinent là tout de suite, mais on verra. Synthétiseur de simulacre, c'est extrêmement fort. La carte vaut extrêmement cher et c'est extrêmement joué. C'est un artefact qui coûte 3, dont un bleu. Quand il arrive, on a un petit regard 2, ce qui est pas dégueu. Et à chaque fois qu'un autre artefact avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, il y a beaucoup de cartes, ça voit beaucoup de cartes dans le deck, arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va créer une 0/0 incolore construction qui va gagner +1/+1 pour chaque artefact que l'on contrôle. Voilà, c'est un petit Urza sous forme d'artefact.
voilà, l'Urza tricolore qui va pondre des gros constructs à chaque tour. Bah en fait ça fait un peu le même effet, même carrément le même effet, hein. Voilà, donc c'est cool d'avoir Urza dans le deck, le Urza 3 couleurs. La Wayfarer's Bubble, parce que ça permet de se fixer, voilà, tout simplement. Pareil, un petit classique. Généralement, toute la rampe du deck va être sous forme d'artefact, hein. Voilà, parce qu'on veut pouvoir trigger Saeli à tous les tours, encore une fois, gagner nos énergies, être efficace sur nos cartes qui regardent le nombre d'artefacts. Ornithoptère de paradis, voilà, j'en parlais, hein. Un petit dork classique. En plus, c'est bien, il vole, donc il va aller mettre des grosses patates, hein, si on le copie avec Saeli par exemple. Bon, c'est un des derniers trucs qu'on a envie de copier en vrai, mais ça restera une 5-5 vol qui va aller mettre une patate en l'air, donc ça peut faire le taf. Le trône d'or, en dehors le fait que ce soit un artefact, ça va pas forcément synergiser avec le reste du deck, mais c'est une carte que j'adore. Déjà, il va nous sauver le cul au moins une fois, parce que si on doit perdre la partie, et bah à la place, on exile le trône d'or, et notre total de points de vie devient de 1. Donc c'est une espèce d'effet de fog, un petit peu, qui va nous sauver la vie au moins une fois. Et en plus de ça, bah c'est un très bon... Enfin, j'allais dire que ça synergise pas. Si, en fait, c'est pas de la grosse synergie immédiate, mais ça reste quand même très fort parce que ça va nous permettre de ramper énormément. En fait, quand on va faire une copie avec Saeli, la copie sera une créature qui va mourir à la fin du tour. Sauf que bah à la place de la sacrifier à la fin du tour, on va plutôt la sacrifier en engageant le trône d'or et ça va nous faire 3 mana de la combinaison de notre choix. Donc en vrai, ça permet de bien recycler nos créatures qui sont amenées à mourir quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, effectivement, je viens de voir Gobos dans le chat qui nous le dit, John Blanche, voilà, à l'illustration. Même si c'est crédité Game Workshop, ce qui est un peu chiant, ils auraient pu mettre le nom des artistes, mais bon voilà, c'est Games Workshop et leur politique autour de ça, c'est un peu dommage. RIP John Blanche. RIP Ron Spears, qui est décédé, ou en tout cas on a appris son décès hier. Je crois que c'est parti. Voilà, tous nos OG, tous nos illustrateurs qui ont un petit peu dessiné notre imaginaire de dark heroic fantasy, bah commencent à tous se faire vieux, hein, voilà, il va falloir aussi, malheureusement c'est la vie, ou plutôt la mort, c'est un peu triste, mais voilà. Très joli emoji, Anna. Tu gobes comme une carpe. Un petit... Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moi, je les adore, ces landes. Hein. Les Passways, font vraiment partie de mes terrains préférés de Magic. Hein. Surtout en quasi full art comme ça, là, c'est... Gucci. Bah, je vous ai montré mes 2 tokens Mir, bah voilà pourquoi. Parce que je joue effectivement la Wormcoil Engine. Ça, c'est un régal à copier, hein. Ça fait bien chier tout le monde. Une 6-6 pour 6 qui a le Death Touch et le Lifelink, et quand ça meurt, on va créer une 3-3 Lifelink et une 3-3 Death Touch. C'est très énervé, sachant que bah en la copiant, voilà, déjà on fait une petite 5-5 Death Touch Lifelink qui va aller cogner fort. Et derrière, à la fin du tour, si ça meurt, si elle est pas morte avant, on va faire 2-3-3, donc une Lifelink et une contact mortel, donc ça marche bien dans le deck, hein, pas besoin de plus détailler, et en plus, en all-frame comme ça, ça fait bander. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait bander. River Titan, qui est un des kills du deck, tout simplement. Pour 7, c'est une 10-10, pilotage 4. À la limite, c'est pas ça qui nous intéresse, même si ce qui est sympa, c'est que nos copies peuvent piloter River Titan. Moi, je veux juste copier en boucle River Titan pour mettre 5 à tout le monde autour de la table. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas que Saeli qui permet de faire des copies. Une fois que lui il est sur le board, ça peut aller très rapidement. Il arrive sur le board, vous le copiez, vous avez déjà mis 10 à toute la table. Si vous reprenez le tour, bon. Voilà, c'est River Titan, c'est un des kills du deck. Voilà. Et en plus, il a la protection contre les sorts qui ont un CCM de 3 ou moins, ce qui laisse plus beaucoup de pétartos et de gestion de créatures disponibles pour le PT. Donc non, ça très bien, River Titan, aucun regret de l'avoir ajouté assez récemment dans le deck. Perdu dans le labyrinthe, ça c'est une carte de tempo que j'adore. Ça coûte X plus 2 bleus, ça a le flash. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on va engager X créatures ciblées et on va mettre un marqueur étourdissement, stun sur chacune de ces créatures que l'on ne contrôle pas. Et les créatures engagées que l'on contrôle ont la défense talismanique.
Donc pour 2 bleus, effet plancher, nos créatures engagées ont la défense talismanique. Alors, en vrai, c'est déjà pas mal, mais ce qui nous intéresse, c'est voilà, au début d'une phase d'attaque adverse, lui engager son board. Voilà, ça a toujours fait le taf, perdu dans le labyrinthe. C'est une bonne carte de tempo que j'adore, franchement, rien à dire. Tu fais ça sur l'arc ennemi, voilà, juste quand il rentre en phase d'attaque, tu lui engages ces quelques plus grosses bêtes, et normalement t'es tranquille pendant 2 tours. John Blanche, sans lui je dessinerai pas comme je dessine. Ah oui, oui. Désolé, je lis le chat un peu en retard. Oui, ouais, ça c'est méga triste. Hein. En fait, c'est triste de se dire qu'on n'aura plus d'illustration de leur part, quoi. Sauf s'ils avaient des trucs en cours de production et que, notamment pour Ron Spears par exemple, peut-être qu'on le verra sur des prochains sets, je sais pas. S'il avait des trucs là en cours de production, mais ouais. C'est encore un des meilleurs qui s'en va, quoi. Avec lui, Magic sera un peu moins beau. Forêt pluviale embrumée, pas besoin de préciser plus. Carcasse mécanique pyrobois. J'adore cette carte. Voilà, encore une fois, une carte de Ether Drift, deck, set extrêmement sous-coté. Ça fait partie des kills du deck, hein. Voilà, c'est une 7-7 pour 6 qui a la vigilance et la menace. Et quand elle arrive, les autres créatures que l'on contrôle gagnent plus de +2 et acquièrent la vigilance et la menace jusqu'à la fin du tour. Et les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci. Ça va passer au-dessus des fogs, ça va garder votre board untap pour pouvoir vous protéger au cas où. La menace, bah du coup ça va être très compliqué de bloquer vos créatures. Donc si vous copiez la carcasse, ça va donner +4/+4 à tout le board. Bref, c'est très fort. Voilà, ça permet de tuer la table. Un petit land, voilà. Brudiclad, c'est vraiment... La carte est compliquée, pareil, ça fait partie des cartes où il faut bien mettre les triggers dans l'ordre, mais ça, pareil, ça fait des dégâts de fou furieux. Pour 6, dont IZ, c'est une 4-4, les jetons de créatures que l'on contrôle ont la célérité, et au début du combat, pendant notre tour, on va créer une 2-1, artefact Mir. On peut ensuite choisir un jeton que l'on contrôle, et si on fait ainsi, chaque autre jeton que l'on contrôle devient une copie de ce jeton. Là, le but, ça va être de copier effectivement ce genre de carte pour booster à mort le board et faire des gigantesques phases d'attaque, mais selon la situation ça peut boui-boiter et copier d'autres trucs, hein. On fait en sorte d'avoir un jeton en plus sur le board au moment où ça se trigger, donc on met d'abord l'effet de Saeli sur la pile pour qu'il se résoudre d'abord, enfin on fait en sorte que cet effet se résoudre en dernier, voilà, comme ça on profite un peu plus de son effet, et on a plus de jetons du coup qui deviennent des copies. D'ailleurs, c'est pas forcément la carcasse qu'on a envie de copier parce que la carcasse c'est un ETB, alors que là les jetons se transforment en la créature en question. Mais on a des créatures en fait qui vont se déclencher par exemple au début de la phase d'attaque, je pense au bouquetin qu'on verra tout à l'heure, qui lui justement est très bien à copier avec Brudiclad, mais Brudiclad a plein de cibles potentielles, c'est voilà, c'est un peu boui-boui, mais c'est méga fort. Quand on lit la carte, on a un peu du mal à piger ce que ça peut faire, mais une fois mis en action, croyez-moi bien que c'est très vilain. C'est Halo Foil ça, c'est pas Search Foil, mais ouais, avec ce traitement j'aime bien ce type de foil, ça marche bien je trouve. J'ai un peu envie de monter Brudiclad Gogol. Ça peut, oui, complètement devenir Gogol. Hein. Comment tu gères le pilotage de tes véhicules? Tu as des pilotes, juste des créatures random, ou juste tu veux les copier mais pas spécialement attaquer avec? Bah, notamment le seul véhicule que je t'ai montré là, oui, j'ai envie de le copier et pas forcément attaquer avec. Mais je peux effectivement le conduire avec une de mes copies, sachant que mes copies sont 5-5 et que le véhicule que je t'ai montré c'est un pilotage 4. Après voilà, les créatures sont globalement assez costauds dans le deck, j'ai pas de soucis, alors je pense pas l'avoir déjà piloté, hein, ou peut-être que si, je sais plus, ma grosse 10-10 là, mais c'est pas ce que je cherche à faire spécialement. Mais littéralement, Brudiclad, tu vois, par exemple, c'est une 4-4, il peut conduire le titan, hein. Il y a plein de... C'est des gros bestiaux en général. Mais il y a plein de trucs à faire avec Brudiclad, hein, c'est... Conduite vapeur, Joyra capitaine de l'Aquillon, c'est juste parce que ça fait piocher un max. C'est une 3-3. À chaque fois que je lance un sort historique, je pioche une carte. Les sorts historiques, c'est les sagas, les artefacts, ce qui nous intéresse le plus, et les légendaires. Ça, pareil, hein, ça peut potentiellement se faire remplacer par ça. Hein. Voilà.
Parce que ça, littéralement, ça fait piocher et ramper. Donc, à voir. Emprisonné par la lune. Un des pires anti-bêtes à jeter sur un commandant adverse. Pour le transformer en land. Cultivator of Blades. Pareil, ça c'est... Bah, justement, avec Brudiclad, c'est pas mal de copier ça. C'est une 1-1 Fabricate 2 pour 5. Donc soit on va créer 2-1-1, soit elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1. Et quand elle attaque, on peut faire que les autres créatures attaquantes gagnent +X/+X. X étant la force du cultivateur. Voilà. Donc généralement ça va donner +3/+3. Et autant de fois qu'on va réussir à copier le cultivator. Ce qui peut partir sur du +6/+6. Avec Brudiclad sur du +9, +12, +15. Vous avez compris le principe. Petit souci, ça donne pas le piétinement. Voilà, c'est un peu chiant. Sur ce genre d'effet d'envahissement, on aime bien que ça donne le piétinement, mais ça reste du costaud. Et c'est un artificier. Voilà, à ne pas sous-estimer. Quand ça arrive, on gagne notre petite énergie. Knight Paladin, comme tout à l'heure, pareil, ça fait partie des gros véhicules qui nous viennent de Warhammer. Une 6/6 pour 5, crew 1. Donc là, c'est pas compliqué à crew. Hein. N'importe quel petit dork du deck... à part notre top terre, du coup, parce qu'il est 0-2, pourra le conduire. Ça trample, et quand ça arrive, on met 4 dégâts à chaque adversaire. Donc pareil, on va le copier autant de fois que c'est possible de le faire, et mettre 4, 8, 12, etc. À tout le monde. Ça fait partie également des kills du deck. Une command tower très jolie, voilà, avec du Galaxy Foil qui fait bander. Ça fait bander. Elle vaut un bras maintenant, cette command tower. Je l'ai payé une vingtaine d'euros il y a quelques années, et là je pense qu'elle atteint doucement... elle doit être entre 50 et 100 balles aujourd'hui, je pense. Ah, les passways, juste je le sors parce qu'on est là quand même pour se régaler. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les passways. Et derrière il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est Moïse. J'adore les passways. Vraiment je kiffe... J'ai beau ne pas aimer les sets UB, les cartes Warhammer 40k, sont tellement métal. C'est un des plus beaux UB, d'ailleurs c'est un des premiers, hein, si ce n'est le premier je crois, sur une grosse licence comme ça en tout cas. Hyper décevant je trouve qu'on ait eu que 4 decks Commander, ça aurait mérité une vraie extension. Et toutes les illustrations sont magnifiques. Malheureusement la frame des UB de l'époque rend tellement pas hommage aux illustrations. Mais incroyable. Vraiment, et je crois que c'est le dernier set Magic aussi dark, hein. Parce que Dusk Command c'est bien sympa, mais les films d'horreur pour adolescents c'est pas non plus ce qu'on a de plus extrême. Alors que Warhammer, oui, il y a des trucs costauds quoi. Je pense notamment à des illustrations de Elgussi Balizer qui sont incroyables, qui aiment bien dessiner les gros monstres bien dégueux. Un petit fetch, The Motherlode Excavator. Ça bizarrement ça a jamais trop fait le taf, c'est pareil, c'est un slot potentiellement qui pourrait être changé. C'est une 5/5 pour 5, il est artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va faire autant d'énergie que de non-basic land qu'un joueur contrôle. Bon, en vrai, c'est bien parce que pour 5, on va normalement se remplir d'énergie. Ou au moins avoir suffisamment d'énergie pour un trigger de Sahelis, ce qui est en vrai, voilà, pas nul du tout. Derrière, quand on attaque avec, on peut dépenser 4 d'énergie, détruire un terrain non basique, et les créatures qui n'ont pas le vol ne peuvent pas bloquer ce tour. Bon, c'est un peu boui-boui, ça permet de gérer un terrain adverse, mais c'est... bon, c'est un peu lourdeau, quoi. C'est un peu dépenser 4 d'énergie, un peu la flemme. Est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Pas spécialement. Ça permet de passer les défenses adverses que d'un joueur. Alors que nous, on veut tuer la table. Voilà, alors contre l'arc ennemi, ce sera efficace. Hein. Voilà, ça va sortir l'arc ennemi, si on a suffisamment de force de frappe. Mais c'est assez conditionnel au final, quoi. Donc, au moins la frame colle mieux à 40k qu'à Lord of the Rings. Oui, complètement, t'as raison. Le côté plus métallique et gros contours, ça colle un petit peu à Warhammer, je suis d'accord. Comme si les cartes avaient leur propre armure, presque. Donc ça, pareil, ça fait partie des slots où je réfléchis. J'aurais pas trop de remords, je pense, à dégager ça. Le Vazar, parce que c'est la meilleure créature à copier de Magic. Voilà, c'est l'enfer. Une 5/5 pour 5 dons de bleu, à chaque fois... Enfin, à chaque fois que le Vazar arrive sur le champ de bataille ou attaque, on va mettre un marqueur boue
sur une autre créature ciblée, et toutes les créatures non horreur avec des marqueurs boue deviennent des 2-2 sans capacité. Voilà, ça peut annuler des boards adverses, hein, voilà. Ça arrive, on le copie, on attaque avec la copie, sachant que la copie a la célérité. Ça met 3 marqueurs boue. Bon, déjà l'arc ennemi se calme bien à la table. Non, Vazar, c'est... Voilà, j'ai toujours... De toute façon, dès que je fais des decks copies avec du bleu, Vazar, c'est immédiat. Marqueur boue. Boue, un marqueur boue. High on the Ceiling, une des meilleures cartes de tempo actuelles de Magic, je pense. Ça coûte 1 bleu plus X. Ça se joue en éphémère. On va exiler X artefacts et ou créatures qui vont revenir sur le champ de bataille sous leur contrôle à la fin du tour. Ça peut sauver notre board, ça peut redéclencher des ETB chez nous, et ça peut gérer des boards adverses. Ça peut vrasser des decks, enfin des boards qui jouent token. Ça fait 1 milliard de trucs. Voilà, Hide on the Ceiling. En lisant la carte, on se dit bon, ouais. Et au final, ça m'a toujours sauvé la vie. À chaque game, quand j'ai cette carte en main, ça me sauve la vie au moins une fois. Voilà, c'est extrêmement fort. Skin Spider-Man, on aime ou pas, faites-vous des proxys. Voilà, la petite grenouille à sport. Je préfère pour le coup jouer des permanents parce que je peux les copier, donc dans le doute, voilà. Sinon, vous jouez des fogs en éphémère, c'est pareil. Hein. La petite grenouille à sport, un classique. Inversion d'héros, j'ai fait une vidéo pour parler de cette carte, un short. Je trouve que c'est un très très bon anti-bet, de la très bonne gestion. Ça peut voler des commandants adverses, voilà, c'est vraiment trop bien. Votre token 5-5 avant de mourir, potentiellement vous le donnez à quelqu'un d'autre. Malheureusement il se sacrifiera pas à la fin du tour, mais vous voyez, n'importe quelle petite dork à la con aussi, enfin il y a plein de... Il y a moyen de créer des petites 1-1 artefacts aussi, bon bref. Vous aurez plein de cibles de créatures un peu nulles de votre côté à donner à un adversaire, et vous lui prenez sa plus grosse menace, son commandant. Je peux vous dire que ça, quand ça se résout, tout le monde regarde ses yep déjà, et puis ça fait la gueule après, hein. Généralement, il y en a un qui fait la gueule autour de la table. J'adore cette carte. Voilà, très sous-cotée. Portail de Phyrexia. Ai-je besoin de préciser la violence de cette carte? Tout le monde va sacrifier 6 bêtes. Vous allez réanimer au début de chaque tour un truc. Bon bref, c'est une fois que c'est là, allez, c'est réglé. Tout le monde rentre à la maison. Incroyable. De toute façon, Portail to Phyrexia, c'est rare que je le joue pas dans mes decks artefacts, généralement. Gadgeteuse légiste. Elle est artificière. Donc ça joue, ça joue. Ça coûte 3, dont un bleu, c'est une 2-3. À chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, on enquête. Donc elle va beaucoup se trigger dans la partie, et elle va nous faire un peu de matière en termes d'artefacts. Enfin, elle va nous faire de l'engine. Et en plus, bah, ça fait piocher, hein, parce que je rappelle que les tokens jetons, ça fait piocher. Et les capacités activées d'artefacts coûtent 1 de moins à lancer. Donc en plus, bah, c'est cool, parce que nos jetons indices, on peut les sacrifier pour 1 pour piocher. Voilà. Ça va pas servir que pour ça, mais voilà, ça permet de... Pareil, hein, c'est pas le plus gros slot du deck, mais ça bouille-bouille, c'est bien. Faire le plein, tout simplement, parce que c'est un très bon piocheur qui fait creuser de 5. On va remonter 2 cartes. Alors techniquement, c'est pas piocher 5, mais en fait, prendre les 2 meilleures cartes des 5 cartes du dessus de notre bibliothèque, c'est quand même méga fort, quoi. Donc, faire le plein, stock up, voilà, un des meilleurs sorts de pioche actuels, je pense. Royal Cartographeur, une 1-3 pour 2 dont un bleu, qui a un effet de landfall qui fait gagner une énergie. Voilà, c'est très cool. Et on peut payer 6 d'énergie, piocher 3 cartes, ça n'arrive jamais. Voilà, comme je vous l'ai dit, généralement l'énergie, on la recycle uniquement dans Saeli. Voilà, ça c'est un petit effet qui se coule, qui servira une fois toutes les 100 parties, mais encore une fois, elle est juste là pour faciliter l'apport en énergie. Saeli éclat du soleil, voilà, je vous ai dit qu'il y avait d'autres moyens de faire des copies sur le board, et ça, pour pas cher, ça marche trop bien. Une de 2 pour Izette, on paye Izette, on l'engage, on va créer une jeton qui est une copie d'une cible, créature ou artefact. En fait, ce qui est trop bien avec Saeli, c'est qu'elle peut copier les artefacts et les créatures. Enfin, le fait qu'elle puisse animer comme ça, hein, ou copier un peu ce qu'elle veut, je trouve ça... Enfin, c'est assez fort, Saeli, hein. Dès qu'on touche à Izette artefact, généralement, faut qu'elle soit là. Hein. Voilà, évidemment, la copie est un artefact, quoi qu'il arrive, qui acquiert la célérité. Donc, voilà, encore un moyen de faire des copies de manière très facile. Ça aurait pu être un très bon commandant, le problème c'est que bah, ça touche pas au vert. Et moi je voulais jouer Témur, voilà. Donc la Saeli Témur est quand même bien mieux, mais sa sœur jumelle est tout aussi bien en vrai. Top Tier Spy Network, voilà, parce que c'est bien pour piocher tout simplement. Ça coûte 4, c'est un enchantement, donc globalement ça va rester là. Hein. Au début du tour, on va créer une 1-1 Top Tier avec le vol. Ça nous fait toujours un peu plus de board. Et si un ou plusieurs artefacts ont mis des damage pendant le tour, on va piocher une carte.
Donc ça fera piocher à chaque tour, hein, parce qu'en plus la copie 5-5 est un artefact elle-même, qu'on va généralement envoyer au casse-pipe, qui va généralement passer. Si elle passe pas, on aura un top tier 1-1 qui passera, voilà. La carte se suffit elle-même en vrai. Voilà, c'est le lore du deck, hein, j'ai envie de vous dire. On est sur Kaladesh, voilà. Ça fabrique des machines. Hop, ah, électro-siphon. J'adore résoudre un électro-siphon sur un gros sort. Électro-siphon qui est le contre-sort du deck. Ça coûte 2 bleus, 1 rouge, et on va contrer n'importe quel sort, et on va gagner un nombre d'énergie égal à la mana value de ce sort. C'est un égal. De contrer le kill de l'adversaire, de n'importe quel gros sort. Même un petit sort, c'est cool, parce qu'on va recycler ça en énergie. On a besoin d'énergie. J'adore résoudre cette carte. Attunes with Ether, incroyable sort qui avait été ban en standard à l'époque tellement c'était fort. On va aller chercher un basique, donc techniquement ça se remplace parce que ça fait entre guillemets piocher, et on gagne 2 d'énergie. Voilà. Donc pour un vert, on pioche, on gagne 2 d'énergie. Puis ça permet de se fixer en plus. Donc c'est même presque mieux que de la pioche finalement. Très bonne carte. Et un petit terrain artefact et une île basique, mais c'est des petits, des petites origamis qui volent, des petits artefacts, des petits top terres en papier techniquement, c'est RP avec le deck. Petit land utilitaire qui va permettre de rajouter un dernier boost s'il y a besoin, parce qu'on est un pimper et que voilà, on n'est pas bagel quoi, on n'est pas des salopards quoi. Même si c'est une carte de salopard. Une des meilleures créatures en mono bleu, un des decks mono bleu les plus joués. Le Lord High Artificer, voilà, c'est une 1-4. Il est artificier, évidemment, ça trigger CLI. Et ça fait à peu près tout ce que doit faire le bleu. On va pouvoir engager un artefact pour faire un mana bleu. Quand il va arriver, on va faire un construct, pareil, qui regarde le nombre d'artefacts. Et pour 5, on mélange la bibliothèque, on exile la top card et on peut la jouer gratuitement. Voilà, ça fait 1 milliard de trucs. Et quelle illustration! Quelle illustration! Mark Teddin, hein. Le top 5. Voilà. Bah en plus, moi je trouve ça marche dans les decks artefacts cette frame. Les gens ils aiment pas trop, mais la future frame, je trouve qu'elle est... Moi j'aime bien. J'aime bien! Bouquetin défricheur qui est le kill le plus vénère du deck. Parce que le plus gros défaut du bouquetin défricheur, c'est qu'il a pas la célérité. Sauf que là, bah, quand il va arriver, on va le copier. En début de phase d'attaque, et du coup la copie aura la célérité. Ce qui fait qu'on va déclencher son effet qui donne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force la plus élevée parmi les créatures qu'on contrôle, donc à minima 5, parce que la copie sera une 5-5. Et ouais, Fireflies, je sais, c'est pour ça que je disais que c'était une carte de salopard. Ce Urza vaut très très cher, mais c'est une belle carte de collecte qu'on pouvait choper que dans les Mystery Booster 2. Ça rigole pas. Voilà, bouquetin défricheur qui est voilà, le plus gros kill du deck. Alors à partir du moment où vous copiez plusieurs fois le bouquetin, moi j'ai fait des bouquetins, j'ai fait jusqu'à 5 bouquetins en cascade une fois. Les bouquetins en cascade, c'est le deck plus ultra. Toutes mes créatures avaient... parce que le truc c'est qu'il y a un bouquetin qui se déclenche, il va donner plus X, donc à minima, on a une 10-10 sur le board. Rebouquetin, on va redonner plus 10 à tout le monde. Donc ensuite, le bouquetin d'après fera plus 20, plus 40. Bon, voilà, au bout d'un moment, le board, tout le monde a plus 200, et bon, c'est... Vous envoyez 2 créatures là, 2 créatures là, 2 créatures là, et c'est finito, quoi. Bouquetin défricheur, c'est extrêmement vénère. Lumberic World Wagon, une de mes pièces de rampe préférées actuellement dans Magic. Pour 2, c'est une étoile 4, crew 4. Quand ça arrive, on va chercher... Enfin, quand il arrive ou qu'il attaque, c'est là où c'est intéressant. Parce que pareil, encore une fois, si on va le copier, on aura double trigger. On va chercher un basique dans la bibliothèque qui va arriver sur le champ de bataille engagé. Donc ça fait rampe. Et son étoile est égale au nombre de terrains que l'on contrôle. Donc... Bah en fait il peut vite devenir très gros, cela dit, donc c'est intéressant. Pareil, c'est génial de le copier parce que bah, du coup lui il arrive, il fait son effet, la copie arrive, on va refaire son effet. Donc pour 3 et 3 d'énergie, on a rampe de 2, c'est extrêmement fort. On a rampé, on s'est fixé, j'adore cette carte. Voilà, pareil, une des cartes que j'adore avoir en main de départ, je sais que généralement ça va rouler quand il est là. Passage myriadaire, du petit land, voilà. Alors ça c'est... Ça maintenant c'est dans tous les decks, hein, voilà, ça permet de rampe... J'en ai un exemplaire dans chaque deck maintenant.
magnifique. Magnifique ça aussi, non? On en parle de ce breeding pool. Robot vorace, bah tenez, je parlais tout à l'heure de faire des petits jetons 1-1, bah ça fait partie du truc. Pour 2 mana dont un rouge c'est une 2-1, on peut engager pour un rouge et les créatures que l'on contrôle acquièrent la célérité. Ce qui peut potentiellement servir, même si encore une fois c'est pas méga pertinent, sachant que les copies qu'on fait ont la célérité, mais bon voilà, ça fait un peu... Pareil, ça fait partie des slots en vrai. Alors c'est quand même pas mal hein, de flouder le board avec des 1-1, je vais pas vous le cacher. Surtout quand derrière on doit tout faire pour être létal sur une phase d'attaque, être létal pour les 3 adversaires. Ça va être cool quand même de pouvoir booster nos petites 1-1. Bon, je sais pas. C'est à réfléchir, mais ça reste méga fort. Un seul ring sans Goku, altéré bien sûr par Kevin Alter. Bon, la carte est magnifique, hein, et j'ai besoin de... C'est impressionnant, en plus, enfin, je sais pas comment il fait. C'est un travail de minutie, parce que là, il a clairement découpé du foil sur d'autres cartes qu'il a collé sur un Sol Ring, du coup. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de souci avec le cross-licence. Hein. Voilà, ça me dérange pas. Dracon de rouage étincelant, c'est une 1-1 pour IZ, ça a le vol. Quand il arrive, on enquête, et à chaque fois qu'on sacrifie un artefact, on met +1/+1 dessus. Les copies se sacrifient automatiquement, on va sacrifier du trésor, on va sacrifier de l'indice, donc il va vite grossir. Ça permet de faire passer des points en l'air. Pareil, c'est pas une des cartes primordiales du deck, mais il est là. Encore un land artefact. Oh, ça fait tout. Hein. Une des meilleures cartes sorties sur Duskmourn. En plus, une petite unco. Ça coûte 2 en instant. Et on va choisir un des 3 effets. Soit détruire un artefact, soit changer la cible d'un spell. Soit une ou 2 créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ce que j'utilise le plus, c'est le deuxième effet. C'est-à-dire changer la cible d'un spell. Voilà. Ça va vous sauver le cul, ça va faire chier quelqu'un. Parce que généralement, l'anti-bet qui vise Saeli, il va aller chez quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une carte incroyable. Ça aurait pas été une Numco, je pense qu'elle aurait valu la peau du Huc. Cyber Awakener, bah ça pareil, ça fait partie des rewards du fait de jouer plein de petits Arthos. C'est une 4-4 pour 6, ça a le vol. Les autres artefacts que l'on contrôle ont le vol. Et quand il arrive, tous nos artefacts non créatures deviennent des 4-4. Voilà. Bon, et bah bizarrement, ça a jamais rien fait, sachez-le. Normalement, c'est presque un kill dans les decks artefacts. Mais nous, le problème, c'est qu'on a beaucoup de créatures artefacts, et lui, il regarde que les artefacts. Alors, on a beaucoup d'artefacts. Hein. On a les terrains artefacts, c'est important de les avoir avec lui. Encore une fois, tous les petits jetons qui vont nous servir à piocher, à faire du mana. Mais, bah, bizarrement, il a jamais brillé dans la liste. Voilà, donc pareil, alors en fait sur le papier c'est très fort, et en vrai c'est très fort, hein, mais bah je voulais juste briller, c'est Cyber Drive Awakener, un magnifique exotique Orcard, qui nous vient de Doctor Who, une des plus belles cartes de Doctor Who. Relique cryogénique, alors ça pour une petite commune ça fait tout, j'adore cette carte. Ça coûte 2, c'est un artefact, encore une fois... Petit reward sur le Awakener potentiellement. Quand ça arrive, on pioche une carte. Et pour 2, on la sacrifie. On met un marqueur étourdissement sur jusqu'à une créature. Mais c'est incroyable en fait, parce que ça, on est très content de le copier sous forme de 5-5. Ça va nous faire piocher. Quand la copie meurt, ça nous refait piocher. Donc potentiellement, quand ça arrive, on a pioché 3 cartes dans le tour. Et même si la copie, on n'a pas envie qu'elle se sacrifie à la fin du tour, bah on la... Enfin... Si on s'en fout de piocher une 3e fois, entre guillemets, et bah on paye 2, on le sacrifie, et on va étourdir un gros bazouzou en face, et comme ça on est tranquille. C'est une des meilleures cartes du deck, alors que c'est une petite commune à 2 centimes, hein, j'adore. Sphère de bataille Myr, j'ai même pas envie de développer sur la carte. Je crois qu'il n'y a pas un seul deck artefact où je joue pas la Battle Sphere Myr Battle Sphere. Je vais pas vous faire l'offense de lire la carte, hein. Désolé. Je fais le puriste, mais voilà. Module de décoction, petit engine très très bien dans le deck, ça coûte 2. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, on gagne une énergie. C'est probablement le meilleur moteur à énergie du deck. Voilà. Le meilleur fournisseur d'énergie. NG. Ça coûte 4, on engage et on renvoie la créature ciblée que l'on contrôle dans la main de son propriétaire.
Bon, une fois tous les 100 ans, ça fera un truc pour sauver un commandant, sauver une bête. Idole de l'oubli, voilà, carte obligatoire dans tous les decks jetons. À partir du moment où on a créé un jeton dans le tour, on l'engage, on pioche, c'est pour seulement 2 mana. La transforme en 10-10, ça m'est, je crois, jamais arrivé. Behemoth of Vault Zero. Ça coûte 6, c'est une 6-6, ça a le trample, quand ça arrive on gagne 4 d'énergie. Et quand il meurt, on peut payer autant d'énergie qu'on veut. Enfin, on peut payer un nombre d'énergie égal à la valeur en mana d'un permanent et détruire ce permanent. Un peu à l'instar du Motherlode Excavator, c'est un peu lourdeau. Ça coûte 6, donc ça prend quand même un tour de le jouer. On va gagner nos 4 d'énergie, donc c'est cool parce que en plus c'est un artefact, ce qui fait qu'on gagne 5 d'énergie en tout, parce que Saeli le voit. Mais c'est un peu lourdeau, voilà, une carte avec laquelle j'hésite encore un peu. Grand Fourneau, c'est un artefact, donc c'est cool. C'est un artefact, donc c'est cool. Module d'éclaireur larval. Carte qui est tellement sous-cotée. C'est une petite unco et ça fait... c'est un super sort de rampe sur un vaisseau spatial. Ça coûte 3, dont un vert. Et quand ça arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier un module de descente ou un terrain. Si on fait ainsi, on va chercher jusqu'à 2 terrains de base qui vont arriver sur le champ de bataille engagé. C'est air sage, putain, c'est voilà. Ça fait un effet d'air sage. Littéralement, c'est air sage sous forme de vaisseau spatial. Sauf que air sage, on peut pas le copier. Alors que là, avec Saeli, vu que c'est un artefact, on peut copier notre vaisseau spatial et refaire son effet. On va avoir 4 triggers. Enfin, on a des effets landfall dans le deck, pas tant que ça, mais on en a, on l'a vu. Donc ça nous fait 4 terrains qui arrivent dans le tour. Bon, oui, ok, on a sacrifié 2 terrains, mais c'est pas... Voilà. Pour derrière, ramper 2, c'est normal, c'est le minimum, c'est ok. J'adore cette carte, c'est trop bien. Voilà. C'est air sage en mieux dans le deck, tout simplement. Escorter, Thunderhawk, lui, il est pas là pour mettre des dégâts à distance et pour tuer. Par contre, il fait quand même du board et tout. Enfin, je vais le dire. C'est une 6-6 pour 6, ça a le vol, pilotage 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va créer 2 avec la vigilance. Pareil, toujours dans le but de le copier, de faire une petite armée au sol, etc. Et à chaque fois qu'il attaque, les créatures attaquantes que l'on contrôle acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc ça va permettre de potentiellement passer les défenses adverses. Et en tout cas, il va faire beaucoup de board. Il est très intéressant à copier. Voilà, pareil, c'est pas forcément une carte pilier du deck, cela dit. La meilleure bolt quand on joue énergie. Alors généralement il est juste là pour me faire gagner 3 d'énergie, même si ça a pu péter des trucs, voilà, des petits commandants qui arrivent en début de partie, des pièces importantes de synergie chez mes adversaires. Voilà, tour 2, si j'ai pas autre chose à foutre, je peux tuer un truc, un bon truc en face. Quand ça arrive, on gagne 3 d'énergie, c'est pile ce qu'il nous faut pour Saeli, et puis ensuite on dépense autant d'énergie qu'on veut, et l'éclair maîtrisé inflige autant de blessures à cette créature. Voilà, on va cibler une créature. Donc l'éclair maîtrisé, c'est très bien. The Earth King, pareil, je sais pas, enfin, j'ai pas trop regardé les listes, mais il me semble que quand j'avais un peu scroll EDH Rec, il était pas dessus. Mais ça marche trop bien, pareil, hein, c'est une 2-2 pour 4, quand ça arrive, on fait une 4-4. Le gros ours, là, il est là. On fait ça. On crée un mash hopper quand il arrive. Et pareil, ça va ramp quand une créature que l'on contrôle qui a 4 de plus sous force attaque, on va ramper de 1 terrain. On va chercher un terrain qui va arriver sur le champ de bataille. Cette carte, elle est un peu sous-cotée, je trouve. Pareil pour 4, ça arrive. On a une 2-2, une 4-4 sur le board. On copie, ça nous refait une 4-4, plus une 4-4 avec la célérité qu'on va devoir sacrifier à la fin du tour. Non, une 5-5, pardon. Et en plus, c'est trop bien, les copies de Saeli, justement, c'est des 5-5, donc c'est 4 ou plus. Ce qui fait qu'on va ramp grâce à la copie. Ça, pareil, dans le deck, ça marche trop bien. Et limite, j'aurais même préféré que ça coûte moins et qu'on ponde une 1-1 ou une 2-2. À la limite, ça m'aurait pas dérangé. World Walker Helm. Ça aussi, c'est plutôt balèze. Ça fait partie de cette série d'artefacts là du Big Score. Ça coûte 3, dont un bleu. Et si on devait créer un artefact ou plus, et à la place, on va en créer un plus un map token. On peut payer 2, l'engager, créer un token qui est une copie d'un artefact que l'on contrôle. Ça fait partie des cartes qui permettent de faire encore des copies en plus de Saeli, avec la Saeli IZ et la Saeli Temur. Voilà. Donc c'est très fort ça.
Humble défecteur, énorme piocheur en rouge, en commandeur multi surtout, c'est une de 1 pour 2, on peut l'engager et piocher 2 cartes, c'est monstrueux. On va le donner à un adversaire, mais c'est pas très grave, parce que on va négocier avec un adversaire pour qu'il nous le refile. Voilà, on dit voilà, ok je te le donne, mais à condition que je fasse un pacte avec toi et que tu me le redonnes ensuite. Épopée d'Urza, bref, est-ce que j'ai envie de développer pour ça aussi? Donc bah ça fait du mana incolore, après on va tuto notre Sol Ring. Bah on va tuto notre Sol Ring. C'est un artefact, ça permet de... Enfin, on va créer un construct artefact qui va potentiellement être très gros. Bon ça fait tout ce que doit faire le deck, hein, voilà. La petite mimique, encore un moyen de copier des trucs dans le deck et on aime bien copier. Voilà, un des meilleurs NDFC je trouve. Parce que d'un côté c'est une île carrément engagée, oui ça fait chier mais c'est comme ça. Et pour seulement 3 on va copier un truc, hein, donc c'est fort. Voilà, dès que vous jouez bleu, moi je conseille de rentrer ça. Ce sera jaunissante, magnifique. Un Arcane Signet, encore une fois une altération de Kevin Alter. Magnifique. Je vous dis, je suis un peu un pimper des fois. Nissa, oratrice de l'âme du monde, c'est un fournisseur d'énergie. Voilà, c'est une 3-3 pour 4, un effet touche-terre, donc comme je dis, on a quelques cartes qui font des effets touche-terre, donc ça justifie aussi l'inclusion de certaines cartes qu'on a vues avant. Quand son effet touche-terre, c'est de faire 2 énergies, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut payer 8 d'énergie à la place de payer n'importe quel coup d'un permanent qu'on lance. Ça n'arrive jamais. Voilà, elle est juste là pour faire un max d'énergie. Ésotérique Duplicator, encore une fois, c'est gros artefacts du Big Score. Pour 3, c'est un terrain indice. Ce qui fait qu'on peut le sacrifier pour 2 et piocher une carte. Hein. C'est pas ce qui nous intéresse plus que ça. En tout cas, quand on le sacrifie ou qu'on sacrifie un autre artefact que l'on contrôle, exemple, les copies qui vont se sacrifier à la fin du tour, on peut payer 2. Et si on fait ainsi, à la prochaine phase de fin, on va créer une copie de cet artefact. Voilà, tout simplement. Il peut se copier lui-même potentiellement si on arrive à si on veut le sacrifier pour piocher. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Nos artefacts qui vont être sacrifiés. Galvanic Discharge, exactement comme pour éclair maîtrisé, pardon. Généralement pour un rouge, on va faire nos 3 d'énergie, voilà. Ensuite, on peut payer autant d'énergie qu'on veut pour mettre autant de damage à un permanent. C'est éclair maîtrisé en mieux, hein, parce qu'on peut cibler ce qu'on veut du coup. Ah non, on peut cibler un Planeswalker en plus, pas forcément qu'une créature. Bon là, généralement pour un rouge c'est juste gagner 3 d'énergie, pouvoir faire l'effet de Saeli. Sai Master Top Terrorist, et bah bizarrement cette carte m'a toujours déçu. C'est une 1-4 pour 3. Quand on lance un sort d'artefact, ce qui va arriver au moins une fois par tour, on va faire une 1-1 avec le vol. On peut payer 2, sacrifier 2 artefacts et piocher une carte. Bah vous savez quoi, je vais le faire maintenant parce que lui j'en suis sûr que je l'aime pas. Il m'a toujours déçu. Donc on va rentrer notre One with Nature. Ça, ce sera bien mieux dans le deck. Et puis de toute façon, j'arrive toujours un petit peu à passer, donc... Même si je résous son effet une fois en enchantant une copie, bah ce sera mieux que Sai qui m'a jamais rien fait, je vous le cache pas. Ouais, il y a Padim, mais bah Padim aussi me déçoit souvent quand même. Mais ça, c'est sûr, Sai Master Top Terrorist, ça m'a jamais rien fait dans le deck, c'est insupportable. C'est quand même plus sympa d'avoir ça, hein, je veux pas dire, mais... Ça, c'est plus niche, les gens ils connaissent pas en plus. Bon bah Padim, un peu comme pour Sai, c'est une 1-4 pour 4, tous les artefacts ont l'ex-proof. Ah, bizarrement, même ça a jamais servi. Sachant que Saeli n'est pas artefact, en vrai, je m'en branle un peu. Au début de mon entretien, si je suis le joueur avec le plus haut CCM de mana sur le board, bah je pioche une carte. En vrai, le deck peut être affiné, hein. Vraiment, je peux affiner ça. Sundial of the Infinite, bah en fait c'est un peu comme Tanouk, il m'a jamais servi. Pour 1, on engage, on finit le tour. On peut le faire que pendant notre tour. Ça permet de sauver nos copies. Parce que si on met fin au tour, en fait, le trigger de sacrifice de la copie ne se déclenche pas. Ou en tout cas, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il va se déclencher. En réponse, on va faire l'effet de Sundial, ce qui va immédiatement mettre fin au tour, vider la pile. Donc on va garder la copie. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un slot dans le deck, de payer 2 puis 1 à chaque tour pour faire ça?
Pour garder notre copie 5-5, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, ça pareil, ça peut faire partie des spots à améliorer. Vous pensez que Marc de Sassico ce serait pertinent dans le deck? Je sais pas. Le problème c'est que c'est un peu fragile. Les auras, ça met une target sur tes bêtes, donc je sais pas. Alors, vous remarquerez aussi que tous les basiques sont des basiques qui nous viennent de Kaladesh, puisque Saeli habite sur le plan de Kaladesh, et que souvent si on peut avoir un petit peu d'énergie en action, en activité sur l'illustration, je prends. Voilà. Bah pareil. Une espèce de petit sanctuaire là qui marche à l'énergie. Hop, là on a plein de... C'est que des landes. Encore un passway. Helios One, bah, c'est un land utilitaire dans les decks énergie. Ouais, c'est pas... Transformateur solaire, c'est un caillou. En plus quand ça arrive ça fait 3 d'énergie. Pareil donc c'est cool parce que bah, pour 2... ça nous donne nos 3 énergies dont on a besoin. Ça peut potentiellement fixer, voilà. Voire ramper en vrai. Spur Garden, Skullflamp. À équiper avant que notre créature meure, évidemment, avant que la copie meure. Bon, Skullflamp, voilà, c'est staple absolument partout. Relais qui brille du Zénith, carte très sous-cotée aussi que je vois jouer nulle part. C'est une 4-5 pour 5, dont Simic plus vert. Ça a le vol piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une autre créature ciblée que l'on contrôle. Et quand il meurt, on prolifère et on prolifère à nouveau. On a une 4-5 qui arrive, on la copie. Donc déjà, on a 4 marqueurs qui sont arrivés. La copie va mourir, on va proliférer, on va refaire un marqueur. En fait, ça va distribuer plein de marqueurs. Voilà. Alors, c'est pas aussi puissant que les créatures qui ont un effet d'envahissement, mais c'est pas loin, hein, parce qu'on va foutre plein de marqueurs. Alors, ce sera pas létal immédiatement, mais ça va le board va très vite grossir. C'est une vraie petite saloperie, ça. Ça a toujours été très agréable à résoudre et à copier. Je précise que la copie se sacrifiera automatiquement, mais... Enfin, que la copie se sacrifiera instantanément parce que bah c'est une créature légendaire, hein, je précise. Mais on s'en fout d'attaquer avec une 5-5, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de refaire l'effet des marqueurs. Le Triome Témur, voilà. Et une petite citadelle, juste parce que c'est un terrain artefact. Voilà, on a fait le tour. 1h45, et c'est long quand même, hein. On va peut-être pas faire toute ma collecte, hein. Ouais, ça va être un peu long, je crois. Mais c'est pas grave, on fera d'autres soirées comme ça si ça vous plaît. Alors j'ai quoi? Bah j'ai le deck Marisi, tiens. Je crois que c'est le deck, mon deck qui a le plus haut taux de win rate. Voilà, je dois être à un bon 75% de win rate avec lui, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est même pas fait exprès pour le coup parce que... Enfin, je pensais pas en le montant que ça allait être aussi énervé. Et d'ailleurs, il y a pas... S'il y a une grosse carte énervée dans le deck que personne n'aime, mais sinon le deck est... Je trouve qu'il est fair, enfin en tout cas dans les cartes que je joue, je trouve que le deck est plutôt fair. Je vais quand même rappeler ce que fait le petit monsieur. Deck pour mes furissures. Alors, Marisi, Breaker of the Coil, c'est une 5-4 pour Naya +1. Alors déjà, premier effet, les adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant mon tour, et alors ça, déjà, rien que ça, je peux vous assurer que ça limite pas mal de choses. Et quand une créature que je contrôle met des dégâts à un adversaire, on va goder toutes les créatures de cet adversaire. Donc à moins qu'il arrive à créer des trucs avec la célérité, ça va tellement vous protéger. Et quand bien même ça joue des trucs avec la célérité, bon... Voilà, si vous mangez juste la créature qui a la célérité, c'est pas la fin du monde. Hein. Et alors, bah, le but du deck, c'est de jouer plein de petites créatures avec des capas d'évasion, imbloquables, vol, menaces, etc. pour être sûr d'aller mettre des patates à tout le monde à chacun de vos tours. Et il faut quand même penser, c'est là où le deck il est un peu tricky, c'est qu'il faut penser au 1v1, parce que le goat ça sert plus à rien quand vous êtes en 1v1 en late game. Donc il faut trouver aussi des solutions pour gérer le 1v1, c'est-à-dire trouver des moyens de piocher, de faire de la value, suffisamment de value pour que en late game vous soyez devant l'adversaire qui reste. Et vous allez voir, il y a plein de trucs qui permettent ça, pour pouvoir jouer des gros sorts, pour pouvoir encaisser quoi. Alors le goad, ça veut dire que la créature va être obligée d'attaquer, mais elle pourra pas attaquer chez vous. Voilà, c'est la provocation en français je crois, si possible. Parce que bah, en 1v1, il n'y a plus d'autres adversaires, donc la créature est obligée... Non, c'est incité, voilà, c'est ça, pardon, c'est incité en anglais, excusez-moi. C'est si possible l'incitation, donc bah, en 1v1, il n'y a pas d'autres adversaires, donc la créature va attaquer chez vous, quoi. Donc voilà, c'est juste... Mais comme beaucoup de stratégies goad, c'est toujours le 1v1 qui pêche, hein.
Donc faut trouver des solutions, et je pense que j'en ai. Il y a des tokens dans le deck, on va un petit peu teaser. Bon, ça, il n'y a pas besoin de... Vous devinez pourquoi je joue ce token. Vous avez remarqué que j'aime bien utiliser des cartes Pokémon, même des fausses cartes Pokémon pour mes tokens. Encore des jetons copiés. Je suis un copieur fou. Voilà. Bon, c'est pas un... Pour une fois, c'est enfin un deck avec pas beaucoup de tokens, c'est pour ça que j'aime bien le jouer, celui-là. Il n'y a pas 1 milliard de trucs à suivre sur le board. Allez, on se fait ça bloc par bloc. Giada, c'est une 2-2 pour 2 dont un blanc, vol vigilance. À chaque fois qu'un autre ange que l'on contrôle arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur chaque ange que l'on contrôle. Je crois qu'il y a 2 ou 3 anges dans le deck, donc ça sert quasiment à rien. Pour le côté d'orc, ça va permettre de cast... je crois que c'est Aurélia. Bon, il y a quelques anges dans le deck, vous verrez, mais c'est pas ce qui compte le plus. En vrai, là, ce qui compte le plus, c'est que c'est une 2-2 vol vigilance. Hein. I wish I had an angel. Je vois qu'il y a des fanatiques dans le chat. Parce que je n'ai rien à foutre. Voilà, parce qu'il faut que notre petite 1-1, nos petites 2-2 avec des capas d'évasion puissent tuer l'adversaire quand on finit en 1v1. Donc ça, c'est parfait. Voilà, il se mange le gros Craterhoof que vous avez gardé en main toute la game pour finir devant en fait quand vous... Parce que généralement on finit avec plein de petites merdes sur le board. Voilà. Craterhoof ça finit. Et j'ai pas voulu trop réfléchir, hein. C'est bon. Frontier Warmonger, c'est une 4/4 pour 4. Quand une ou plusieurs créatures attaquent l'un de nos adversaires ou Planeswalker qui contrôle, cette créature gagne la menace. Alors c'est très cool parce qu'en fait ça va donner la menace à toutes nos créatures, mais ça va donner aussi la menace à toutes les créatures adverses, sauf quand elles vous attaquent. Ça c'est le genre de carte qui fout le bordel, en vrai j'adore. Et ça permet aussi comment dire, quand vos adversaires vont s'entretuer, et ben ils auront moins de bloqueurs disponibles, et ce qui fait qu'ils vont mourir plus vite aussi. C'est un deck de salopards, hein. J'ai pas précisé, mais c'est un petit deck de petits coquins. Bothersome Quasit. Ça coûte 3, dont un rouge, c'est une 3-2 avec la menace. Les créatures Goad que les adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer. Un peu à l'instar de Frontier Warmonger, ça permet voilà, de finir la table plus vite sans avoir à s'en mêler. Et quand on caste un sort non créature, et ben on va Goad une créature qu'un adversaire contrôle. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment le but, c'est de... Allez, tuez-vous et le plus vite possible s'il vous plaît. Petite montagne, petit passway. On n'est pas des salopards. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Passage merveilleux dans son skin de base. L'Ultimatum Naya, en fait c'est quand je parlais de grosses cartes qui permettent de finir l'adversaire en 1v1. Voilà, ça va coûter 7, mais en vrai 7, bon, c'est facile à atteindre en commandeur où quand même on peut acquérir pas mal de ressources. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que l'on contrôle gagnent +5/+5 et l'initiative et le lien de vie et le piétinement. Voilà, même avec 3-4 créatures sur le board en late game, ça finit l'adversaire large. Puis ça vous met tellement devant avec le lien de vie. Death Kiss, j'adore cette carte. Ça coûte 6. C'est une 5/5. Quand une créature qu'un adversaire contrôle attaque l'un de nos adversaires, on va doubler sa force. Encore une fois, on est dans cette optique que tout le monde doit se mettre sur la gueule, mais vous êtes là... c'est pas moi, hein. Ah bah si vous vous attaquez et vous vous débrouillez. Hein. On peut le rendre monstrueux pour 2 fois X plus rouge. Et quand il devient monstrueux, on va goad jusqu'à X créatures. Voilà, c'est un peu... Bon, en vrai, le truc c'est que ça c'est des cartes parfois qui font pas grand chose parce que Marizi, à lui tout seul, lui ou elle, quel est le genre de Marizi, tiens en fait, Marizi va vraiment permettre de trigger tout seul les boards adverses, quoi. Donc c'est des petits bonus qui vont permettre justement d'accélérer le bordel sur le board, mais tous les effets de Goad en plus de Marizi sont pas si importants en vrai. Spider Manifestation, parce que c'est une des plus belles cartes Spider-Man. J'accepte de la jouer parce que c'est signé Elgusy Belzer et que son taf défonce et qui fait partie encore qui fait partie malheureusement des seuls actifs encore dans Magic à faire des artworks horrifiques. Voilà. C'est pour ramp, hein, tout simplement. Le petit Sundopass en Boros. Le Triple Land Naya. Le Triland Naya,
comment on dit. Bah ça c'est juste pour protéger Marizy. Il n'y a pas d'autre explication, ça va permettre de... En fait moi j'aime bien les sorts comme ça pour protéger notre commandant parce que ce sera jamais une carte morte, c'est-à-dire que ça va pouvoir protéger le commandant d'un anti-bet. Alors ça le protégera pas des Vras, mais bon c'est pas si grave que ça. Ça a le rebound, donc on va le pouvoir rejouer gratos. Et en fait ce sera jamais une carte morte parce que si vous avez besoin de passer les défenses adverses, je rappelle que la protection contre une couleur, ça fait que la couleur en question ne peut pas vous bloquer. Donc, contrairement à certains sorts de protection où il faut attendre en fait, que votre créature soit ciblée pour le jouer et sauver votre créature, ce qui parfois n'arrivera jamais, et bah là au moins ça permet de servir à quelque chose. Voilà. Si à un moment donné vous avez besoin de passer les défenses adverses, et bah Emerge Unscathed, je sais pas comment ça se prononce, sera là pour faire le job, pour faire le taf. Sur la mana base on passe, il n'y a jamais vraiment rien de très intéressant. Un petit NDFC, la créature ciblée vous contrôlez car la protection de la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Exactement comme pour la carte que je viens de vous montrer. Et en plus c'est un NDFC, donc de l'autre côté c'est un land. Donc c'est quasiment gratos de rentrer ce genre de carte. Le lion, c'est techniquement un mâle, je pense. Ok. Battle Angel of Tyr, ça va pouvoir goad les 3 boards adverses d'un seul coup, vu que c'est à la myriade. Voilà, c'est une 4-4 myriade qui potentiellement fera piocher, qui potentiellement créera un trésor, qui potentiellement fera gagner des points de vie. Je dis bien potentiellement parce que ça marche pas tout le temps. Mais le vrai but de Battle Angel of Tyr, c'est de goad les 3 boards adverses en une phase d'attaque. Parce que des fois, vous n'avez pas forcément un gros board où tout le board ne va pas passer, même si c'est le but quand même d'avoir des capas d'évasion sur toutes les petites créatures. Mais là, avec Battle Angel of Tyr, on est sûr qu'à chaque tour, on est tranquille. Voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les autres effets se déclenchent assez rarement, au final. Dozing Dagger, le meilleur sort de rampe de Magic, je veux rien entendre. Je réexplique ou pas ? Plus 2, plus 1 sur une créature, équipement 2 pour 2. Alors certes, vous allez créer 2-0-2 chez un adversaire, mais on s'en branle parce que là-dedans, tout le monde vole, tout le monde est imbloquable, bref, voilà. Et dès que ça touche, c'est un terrain qui fait 3 mana de la couleur de votre choix. C'est le meilleur sort de rampe en jeu, c'est trop fort. Ah bah c'est meilleur qu'un Black Lotus, ça se sacrifie pas. Techniquement, c'est meilleur qu'un Black Lotus. Hein. Tes 3 mana, tu les fais à tous les tours. Hein. Ah, c'est trop fort. Tour 1, tu joues une petite bête. Tour 2, tu joues Dozen Dagger. Tour 3, tu équipes, tu commences à attaquer avec la bête. À partir du tour 3, tu rentres 2-3. Et ça, si vous l'avez en main de départ, c'est sûr que ça fera ça. On joue un petit peu de gestion, quand même. Donc ça, pareil, les sorts de gestion comme ça, c'est vraiment au cas où il y a un truc qui dégénère. On est là pour calmer un peu le jeu. Mais c'est surtout pour le late game. Encore une fois, ça c'est de la ressource qu'on va garder en main pour gérer l'adversaire qui restera en 1v1. Cadeau généreux, exactement la même chose. Ron Spears, RIP. Voilà, tu étais le boss. Merci d'avoir égayé notre vie à ce point-là. Charming Scoundrel, parce que j'aime bien cette carte. En fait, ça fait un peu tout. C'est une 1-1 pour 2. Quand ça arrive, on peut discard draw ou créer un trésor. Ou créer le roll token, ça n'arrive jamais. Moi, je le fais surtout pour le trésor et être sûr de pouvoir cast Marizy et d'avoir mes 3 couleurs à partir du tour 3. Voilà, alors très franchement, c'est pas la carte du siècle, mais c'est le genre de carte, en fait, quand je la vois passer et que je build, je la prends parce qu'elle me déçoit jamais. C'est pas une carte avec un gros power level, mais... Et puis, ça prend Dozing Dagger et ça va attaquer. Apprenti loyal, 2-1 célérité, capacité de lieutenant, donc si je contrôle mon commandant au début de la phase d'attaque, je crée une 1-1 incolore mécanoptère avec le vol et la célérité. Ça va pouvoir effectivement permettre d'aller toucher les adversaires. Toucher les points de vie de l'adversaire. Ouais, le côté versatile est cool, je suis d'accord. Mais normalement, c'est une carte que je joue plus dans les decks où je peux copier. Iroas, dieu de la victoire. Ça, c'est un gros bazouzou. Pareil, c'est quand même bien cool de l'avoir en late game pour aller fumer l'adversaire. C'est une 7-4 pour 4. Il est actif qu'à partir du moment où notre dévotion à Boros est égale à 7 ou plus. Les créatures que l'on contrôle, on la menace. Voilà, pareil, ça permet d'aller droit au but. Et on prévient toutes les blessures qui devraient être infligées aux créatures attaquantes que l'on contrôle. Et ça permet d'attaquer un petit peu à l'aveugle. Voilà, sans trop réfléchir. Ça synergise pas spécialement. Hein. Enfin, en vrai, si, parce que ça donne la menace au board. Donc ça permet de passer plus facilement, d'aller toucher les points de vie de l'adversaire. Bref, voilà. Puis ça reste un gros bazouzou qui... En fait, le fait qu'il soit indestructible
qui nous servent pendant la partie un petit peu pour aller mettre les points de vie et gold les boards adverses. Et qu'en late game, du coup, il sera potentiellement animé et qui va taper à 7. En fait, ça s'explique un peu dans la curve du deck, un peu dans la façon dont se déroule, dont le scénario est censé se résoudre, quoi. Ça va dans le sens du scénario d'une partie avec Marisi, on va dire. Mire Planner, une 1-2 vol vigilance pour 2. Vous remarquerez que j'aime bien la vigilance, hein. Bah, parce que ça permet de bloquer. Ça permet d'aller trigger le God, enfin d'aller trigger Marisi, et ça permet de bloquer derrière au cas où, ou même plus tard aussi en late game, pour bloquer les grosses créatures adverses qui voudront nous attaquer. Voilà. J'adore la vigilance, la vigilance est sous-cotée en multi. Gaiji Honored One, c'est une 4/4 qui va coûter 5 dont Naya. Quand une créature attaque un adversaire ou un Planeswalker qu'un adversaire contrôle, elle gagne +2/+0. Donc ça marche sur toutes nos créatures, mais ça marche aussi sur toutes les créatures adverses quand nos adversaires s'attaquent entre eux. C'est pareil, c'est trop bien, c'est vraiment méga énervé. J'hésite encore à me prendre le Secret Lair God of War avec Iroas, pardon. Il a pris celui avec le Kratos de Megalovania. Oui, il est incroyable, il est magnifique. Full mono rouge en plus, je crois, le Secret Lair. Soltari Trooper, et oui, les Soltari ont existé, même si je crois qu'on n'en voit plus. Il y a des bonnes gueules quand même. Hein. Ça vient de Tempête, hein, ça date. Hein. Pour 2, c'est une 1-1 Shadow, donc ne peut pas être bloqué par les créatures qui n'ont pas le Shadow, donc autant dire imbloquable, voilà. Et il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour quand il attaque. Voilà, c'est une 2-2 imbloquable pour 2. Que demande le peuple? Petite forêt, Loran. Parce que c'est utilitaire, 2-1 vigilance, quand ça arrive, on va casser un enchantement ou un artefact. On aime bien faire ça en commandeur. On peut l'engager pour piocher une carte. On fera piocher un adversaire, donc c'est un petit outil politique. Bon, Loran, pas besoin d'expliquer, c'est un petit staple aujourd'hui. Hein. Reim Calorus, tueur vaillant, ça coûte 2-3 pour 3 Domboros, ça le vol la célérité, vous avez compris l'optique du deck. Donc 2-3 vol célérité, si un sort devrait infliger des blessures à vous et à un autre permanent que l'on contrôle, on prévient ces blessures. Tout ce qui va être dégâts face avec des sorts ou tous les petits trucs pour blaster nos créatures, ou même les Vras rouges, hein. Je pense à Vandal Blasphemous Act, pardon. Bah ça dégage, voilà, ça n'a plus d'effet sur vous. Et si un sort devrait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, il inflige autant de blessures, +1. La deuxième ligne, on s'en fout un peu en vrai. Ça permet de protéger un peu le board. Puis, en fait, on a besoin de notre board vraiment pour trigger Marisi. Et ça a le vol, c'est une 2-3 vol. C'est pour ça que si j'ai choisi de la mettre, c'est que ça va mettre les dégâts. Encore un Soltari, bah évidemment, hein. Soltari Champignon, non c'est Champion, une de 2 pour 3, ça a le Shadow, et toutes les autres créatures quand il attaque, toutes les autres créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Courir Hawk, une 1-2 vol vigilance. C'est marrant que j'ai ça en proxy, parce que j'avais oublié de le commander, c'est une carte à 2 centimes, mais c'est une carte à 2 centimes qui parfois on ne trouve que chez un seul vendeur, donc flemme de dépenser 2 centimes plus 2,50€ de frais de port pour une carte à 2 centimes. Donc j'ai dû l'imprimer parce que flemme en fait. Life of the Party. C'est une 0-1 pour 4, ça a le first strike, le trample et la célérité. Quand il attaque, il va gagner +X+0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures que l'on contrôle. Et quand il entre sur le champ de bataille, si ce n'est pas un jeton, chaque joueur va créer un token qui en est une copie et les tokens seront God, bien évidemment. Ça rentre dans la thématique du deck de God tout le monde. Après, en soi, je pourrais m'en passer de celle-là. Je pourrais peut-être même la remplacer contre une petite créature imbloquable. Parce que en fait, je m'en fous un peu de créer des... Alors si, ça va être marrant s'il y a un adversaire qui joue beaucoup de créatures, notamment dans les decks jetons. Parce qu'on va lui donner une grosse bête qui pourra jamais vous attaquer. Mais en soi, on va le payer très cher quand on va finir en 1v1 ce truc-là. Ouais, Life of the Party, vous savez quoi, hop. Et on va tout de suite le remplacer par One with Nature. Allez hop, une de plus. En plus, dans le deck One with Nature, c'est trop bien parce que ça va encore accélérer nos ressources. On a plein de créatures, des petites créatures avec des capas d'évasion, donc je pense que ça a bien sa place.
Bon, pas besoin d'explication là-dessus, je pense. Segovian Angel, pareil. 1 pour 1 vol vigilance. Je crois que vous avez compris le pattern du deck. 6ème sens, voilà, ça permet de piocher plein de cartes. Bulwark Hawks, encore une carte un petit peu sous-cotée, c'est normal. Elle nous vient de Iserdrift. Les gens n'aiment pas Iserdrift alors que ce set est incroyable. C'est une de 2 pour 2. Quand le Bulwark Hawks attaque et qu'il est scellé, on va mettre un marqueur +1 sur la créature qui l'a scellé. Donc scellé, je rappelle, c'est un peu comme piloté, mais sur des créatures. Sachant qu'elles peuvent quand même attaquer sans être pilotées. C'est juste que ça va rajouter des petits effets, quoi. Et on peut le sacrifier, et toutes les créatures avec des marqueurs +1/+1 vont gagner l'exproof et l'indestructible, et on peut le sceller pour 1. En fait, c'est voilà, il va rendre notre board indestructible, et ça c'est cool. Cartographer's Hawk, très bon sort de rampe, très bonne créature qui permet de ramper en blanc. Cela dit, on a accès au vert, mais encore une fois, c'est important que ce soit une 2-1 vol. Ça met les points, je rappelle. Le super bouffon, c'est une 1-2 pour 2, vol célérité. À chaque fois qu'on se défausse d'une carte, +2, +0, on s'en fout de défausser. Ça, c'était, je pense, pour un archétype de limité. Peut-être que ça sert dans certains decks, mais ce qu'on veut, c'est taper en l'air avec la célérité. Voilà. Alors, quand je vous parlais d'une carte que détestent mes adversaires quand je la joue, en plus, je la pioche quand même très souvent, c'est vrai. Insurrection 1, voilà. C'est-à-dire que tout le monde s'est entretué. Il reste le seul survivant à la table qui du coup a souvent un board très chargé. Et bah plutôt que de vous prendre un board très chargé dans la gueule, vous lui volez son board. Hein. Voilà, tout simplement. Et en vrai, ça gagne même quand on n'est pas en 1v1. Ça gagne quand il y a un board très chargé et que vous volez toutes les créatures adverses. Bon, c'est de la saloperie, mais c'est bon. Hein. Et ça coûte 8 à jouer. Hein. Miri, Witherlight Duelist, c'est une 3-2 First Strike. Ça coûte 3, dont Célestia. Quand elle attaque, chaque joueur ne peut pas bloquer plus d'une créature. Ça rend quasiment le board imbloquable quand elle attaque, en gros. Parce qu'en gros, l'adversaire va pouvoir bloquer qu'une créature. Donc oui, c'est quasiment... Ça rend quasiment... En gros, techniquement, ça rend toutes vos créatures imbloquables, presque. Et tant qu'elle est engagée, pas plus d'une créature peut vous attaquer. C'est quand même pas mal, hein. Ça vous protège bien. Hein. Bon, ça sert à rien au cours de la partie parce que normalement toutes les créatures en face sont incitées, mais par contre ça va servir en late game pour pas vous prendre la sauce. Toujours penser au late game, c'est le plus important dans ce deck. Un petit Boseiju parce qu'il n'y a pas de raison. Ghostly Prison, alors celle-là c'est la carte peut-être la plus hors sujet parce que là c'est peut-être un peu forceur. C'est vrai que, encore une fois, on a besoin de penser au late game, mais bon, je sais pas. En vrai, elle a jamais servi, donc... Puis sachant qu'en late game, si l'adversaire a quelques grosses créatures, il va les payer les 2 pour chaque créature, donc... Ouais, à réfléchir. Jusqu'à la fin du tour, doubler la force d'une créature ciblée, elle acquiert l'initiative. Bon, NDFC, le NDFC c'est toujours un peu gratos de les rentrer. Petite Jungle Shrine... Une petite Brushland, Vigie plongeante, 1-2 vol vigilance. Toujours la vigilance. Mother of Runes, pour protéger Marizy tout simplement. On a besoin que Marizy soit sur le board quand même. On a quelques trucs pour le protéger. De la petite rampe. Voilà, Familier Spinozov pour 2 dont 1 vert. Les sorts rouges et blancs coûtent 1 de moins à lancer, donc c'est parfait dans Naya. C'est la carte de rampe dans les decks Naya. Sans sa vive, ça permet de piocher toujours. Comme le médaillon qu'on a vu tout à l'heure, le cartouche. Loyal Warwound, pareil, de la rampe en blanc. 3-1 vigilance sinon. Plante venteuse, taxe sur le monologue. Toujours de la rampe en blanc. Hein. On a besoin de... Ah bah en fait il est là, Esprit Dévoué. Moi, ouais. Esprit Dévoué, classique, un des meilleurs sorts de protection en blanc. Sous forme de créature. Voilà, qui va vous protéger de la plupart des Vras. Donc très très cool. Une petite Verge Boros, une petite plaine. Nelly Borka, qui est littéralement la commandante que j'ai affrontée, qui m'a incité à faire un deck incitation, on va dire. Elle est un peu compliquée à comprendre d'ailleurs, mais dans le deck elle est pertinente. Pour 4 mana, donc Boros, c'est une 2-4 avec la vigilance. À chaque fois qu'elle attaque, on va suspecter une créature, puis inciter toutes les créatures suspectées. Donc à chaque tour, à chaque phase d'attaque, on va suspecter une créature supplémentaire. On va mettre un petit marqueur suspect dessus. Là, je crois qu'une créature suspecte gagne la menace.
en plus de ça, je crois. À la limite, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'inciter toutes les créatures suspectées. Et à chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle inflige des blessures de combat à au moins un de nos adversaires, et bah, le contrôleur de ces créatures pioche une carte. Et nous aussi, on pioche une carte. Ça va forcément plus nous faire piocher nous que les adversaires. Parce qu'on a 3 adversaires, nous on est tout seul, donc voilà. Automatiquement synergisant avec les... dans un deck qui goad, verger exotique. Cariatide Elyséenne, c'est un dork et qui va nous faire 2 mana si on contrôle une créature qui a une force supérieure ou égale à 4. Oui, parce qu'on croit que j'ai que des petites 1-1, mais je n'ai pas que ça. Chuchoteur de bêtes, c'est un piocheur, voilà. Je vous rappelle qu'on essaie de jouer un maximum de petites bestioles quand même, donc... peut-être pas le piocheur le plus pertinent, mais ça fait le taf. Les passways, on aime bien les passways. Bah, je sais plus, je sais même plus, je pense que je l'ai mis, mais... Ah, très très beau, oui, très très beau. Oui, très très beau, bravo. Oh, très très beau, bravo. Bravo, c'est très beau. Là, bah, saccageur généreux, bah oui, parce que, vu que je le joue dans tous mes decks rouges, forcément, au bout d'un moment, on a des proxys. Très très beau, oui, très très beau. Peut-être arrêter de perdre du temps comme ça à chaque fois. Oh, très très beau, oui, très très beau. Avec le petit bonhomme là, ouh, très impressionnant. Différence d'échelle, ouh. Très très beau. Petite caverne, très très beau. Temple de la profusion, rectorat du haut des falaises, Toski, Bearer of Secret. Lui, il match bien avec Toski par exemple. Le petit dork parfait dans ma colorité. Bright Glass Gerulk, encore une carte sous-côté d'Ether Drift, je trouve. Enfin, c'est pas tant sous-côté, mais bon, de manière générale, Ether Drift est sous-côté alors qu'il y a des super cartes comme ça. Ça coûte 2 pipes verts, 2 pipes blancs, c'est une 4/4 First Strike Trample. Bon, déjà, c'est costaud, hein. Et quand ça arrive, on va tuto 2 cartes, donc jusqu'à 2 artefacts, ou créatures, ou enchantements, qui ont une mana value de 1 ou moins. Pour 4, on a une 4/4 First Strike qui fait piocher 2. Et c'est même mieux que piocher, parce que le nombre de bonnes cartes qui coûtent 1 dans le deck, on a la sentinelle, on a les auras qui font piocher, on a les petits dorks comme ça, on a toutes nos petites créatures avec le vol. Enfin, on a largement le choix, quoi. Hop, ça fait piocher, c'est trop bien. Hop, la petite Mother of Rune, incroyable. Hop, encore une petite créature avec des capas d'évasion. Hop, ça fait piocher. Hop, petite créature. Oh, la sentinelle d'espère, incroyable. Oh, le One with Nature qu'on vient de rentrer, trop bien. Bon, vous avez compris, moi je trouve ça incroyable. Donc, non, Bright Glass Gerulk, c'est incroyable. Je trouve ça trop fort. Un petit land. Ginger Brut, bah pareil, hein. Ça s'évade facilement. D'ailleurs, on peut le voir sur l'illustration, il s'évade. Ça, pareil, c'est une 1/3 pour un Defender, et encore une fois, avec Bright Glass Gerulk, on va pouvoir aller le chercher, et en plus, ça protège notre commandant. Donc, c'est très très bien, ça. Pour 1, on le sacrifie, la créature ciblée gagne l'indestructible, on aime bien. Land tax, je suis prêt à louper un land drop pour piocher 3 cartes supplémentaires par tour. Croyez-moi bien. C'est trop fort, land tax. C'est un peu dégénéré, land tax, en vrai, comme carte. Moi, je trouve que c'est dégénéré. J'ai kiffé les vidéos avec les autres youtubeurs où ça parle des à côté. Mais tu sais quoi, j'ai arrêté le format des podcasts parce que j'ai un trauma. En gros, on a tourné un podcast d'1h30, 2 heures avec Jerry de Approach of the Second Game. Un super podcast. On a parlé de plein de trucs. C'était trop agréable. Et en plus, c'était un peu un date avec Jerry parce qu'on se connaissait pas, on s'était jamais rencontrés. Et du coup, on a tourné le podcast et c'était la première fois qu'on se parlait. Et c'était trop bien. Vraiment, genre, un des meilleurs tournages de ma vie. Et j'ai perdu les rushs. Tout simplement. Ils se sont volatilisés. Non, en fait, j'ai eu un bug avec mon ordi. J'ai dû reset un disque dur. Et j'ai complètement zappé de faire une copie des rushs sur un autre disque dur ou sur un disque dur externe. Et du coup, j'ai perdu les rushs du podcast avec Jerry. Ça m'a tellement dégoûté que j'ai décidé d'arrêter les formats podcast. Non, j'ai passé 24 heures à essayer de les récupérer. Et... Le pire, c'est que j'ai retrouvé des trucs qui dataient de Mathusalem, qui étaient complètement useless. Genre des rushs de vidéos qui sortis depuis des mois. Et non, du coup, j'ai passé 24 heures à essayer de récupérer les rushs, j'ai pas réussi. Après, je suis resté 24 heures en PLS dans mon lit, avec l'envie de chialer. Et après, j'ai pris la décision d'arrêter les podcasts. En fait, tellement ça m'a dégoûté, j'ai fait ce truc, je le supprime de ma vie, quoi. Je ne veux plus que ça existe. PTSD, genre, ciao, à plus.
J'avais tellement les glandes. Sachant que 2 semaines avant, j'avais perdu les rushs audio du podcast avec Wanry. Alors j'ai réussi à bricoler un truc au niveau du mixage et les gens disent que ça va, alors qu'en vrai le son est dégueulasse, mais les gens disent que ça va. Là j'ai carrément perdu les rushs du... Bon bref. Bref, arrêtons d'en parler. Un curry d'écureuil. Je sais pas si c'est très bon. En plus je redeviens moitié végé, donc c'est pas très cool. Bon, c'est bien parce que ça a la double myriade, donc ça va aller mettre des patates, et ça c'est le genre de carte qui permet de goad les 3 boards d'un coup. Mentor of the Meek, ça permet de piocher, bah comme vous l'avez vu, on a plein de petites bêtes dans le deck, hein. Donc payer 1 en plus pour piocher une carte, c'est la régalade. Dans un skin pas dégueu en plus. Aurelia The Low Above, je vous avais dit qu'on avait d'autres anges. Bah d'ailleurs, on a vu d'autres anges, il y a les anges Battle mes couilles là. Je crois que c'est le nom de la carte, Battle mes couilles. Bon, il y a les anges avec la myriade. Donc notre petit dork pour les anges peut servir une fois de temps en temps. Ça c'est énervé. Hein. Pour 5 Domboro, c'est une 4-4, vol, vigilance, célérité. C'est cool, ça passe les défenses adverses. Quand un joueur attaque avec 3 créatures ou plus, on va piocher une carte. Donc ça compte pour toutes les créatures adverses qui sont goad, mais ça compte aussi pour nous si on attaque. Et quand un joueur attaque avec 5 créatures ou plus, elle va mettre 3 damage à chaque joueur, on va gagner 3 points de vie. C'est trop bien, ça marche trop bien. Et en plus, le skin est top tier. Avec la frame Ravnica, là. Miam miam. Le flumf, parce que j'adore flumfer avec mes camarades de jeu. Une 0-4, vol Defender. Quand il prend des blessures, on pioche, et ensuite on fait piocher un adversaire. Donc le but, c'est de dealer avec un adversaire. Tu m'attaques, je bloque avec le flumf, on pioche tous les deux. Ça va vous faire piocher plein de cartes. Avatar of Slaughter, c'est une 8-8 pour 8 et toutes les créatures ont le double strike. Alors nous on s'en fout un peu, ça peut vous jouer des tours en late game potentiellement. Donc se méfier un petit peu, le jouer dans la bonne fenêtre. Mais encore une fois, ça fait partie de ces cartes en rouge, et c'est ce que le rouge en fait apporte à ce deck. Hein. En fait juste encore foutre plus le bordel et que vos adversaires s'entretuent encore plus vite, voilà. Et puis c'est l'Avatar of Slaughter, c'est quand même... c'est pas rien quoi, ça impose quoi. Encore un ange, en fait il y a une sous-thématique ange dans le deck, hein. Comme quoi c'était pertinent. Shalai, Voice of Plenty, c'est une 3-4 vol pour 4 dont un blanc. Nous les Planeswalkers qu'on contrôle on l'exproof. Et pour 6, on l'engage, on met +1/+1 sur toutes nos créatures. Pareil, si on a accumulé suffisamment de ressources, c'est pas mal pour le late game, pour pas se faire gérer le board, et pour booster notre board, voilà. C'est pas la carte la plus pertinente du deck, encore une fois, mais ça a le vol, donc c'est... Dans ce deck, ça compte quand même. Voilà. Elguide du mineur, c'est une 1-1 qui a le vol et la vigilance. En plus, quand il meurt, on explore. Voilà, le petit effet bonus. Dévastateur Chivant, ça c'est trop bien parce que c'est une carte modulaire en gros quoi, modulaire, parce qu'on peut la jouer à peu près n'importe quand, c'est très fort autour d'eux et c'est très fort en late game en fait. Gisela, encore un ange, en fait je disais qu'il y avait que 2-3 anges mais il y a vraiment presque une thématique, une sous-thématique ange dans le deck. 5-5 pour 7, vol initiative, c'est une source devrait infliger des blessures à un permanent, qu'un adversaire contrôle ou un adversaire, et on va en mettre le double. En gros, je vais pas la lire en entier, la flemme. Tout ce qui va toucher les adversaires ou les créatures adverses, on va le doubler. Tout ce qui va toucher nous ou les créatures qu'on contrôle, ça va être divisé par 2. Ça va créer un fossé entre vous et vos adversaires. C'est extrêmement violent. C'est une des cartes les plus fortes du deck. Mana base. Jette mis un Nexus of Reveals. Revels peut-être. J'adore cette carte, en plus le skin est Tifis. C'est un très bon commandant Naya, ça d'ailleurs, mais qui va matcher parfaitement dans le deck vu qu'on a plein de petites créas. Une 5-4 pour 4 dont Naya. Les créatures que l'on contrôle gagnent +1/+0 et la vigilance. Tant qu'on contrôle 3 créatures ou plus. +1 et le trample si on a 6 créatures ou plus. +1 et le double strike si on a 9 créatures ou plus. Généralement on va s'arrêter au deuxième effet. Voilà, c'est assez rare qu'on ait plus de 9 créatures, mais déjà +2/+0, vigilance trample, c'est un beau bébé lui aussi. Hein. Mana base. Ah le Spider-Man, voilà. Sauf que c'est Ademy of the Skill Shoot.
parce que c'est un skin sous The Omen Pass que j'ai imprimé en proxy, parce que c'est bon, hein. Spider-Man ça va 5 minutes. En vrai en plus, le Spider-Man pour 2 mono blanc comme ça, qui fait un peu effet esprit dévoué, en vrai il est beau. Je l'ai la carte, hein, mais je préfère jouer le proxy. Enfin je trouve que ce visuel colle mieux à l'esprit Naya, on va dire. 3 de flash, on paye 1, il va gagner le vol, ce qui est très pertinent encore une fois dans le deck. On paye 1, on le sacrifie, et toutes nos créatures gagnent l'indestructible et la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Shiny Impetus, ça coûte 3, c'est une aura, on va enchanter une créature adverse si possible, on n'est pas obligé, hein. La créature va gagner +2/+2 et va être incitée. Et quand quand la créature enchantée attaque, on va faire un token trésor. J'aime bien ce genre de cartes parce qu'en fait, encore une fois, c'est un peu des cartes modulaires qu'on va pouvoir jouer dans plein de fenêtres différentes et qui auront des effets différents dans le sens où s'il y a des gros machins chiants sur la table, on va l'enchanter et comme ça on est tranquille, ça nous sauve le cul. Et puis on va au moins créer un trésor. Et derrière, on peut aussi enchanter un de nos gros bazouzous ou une de nos créatures qui a une capa d'évasion pour créer des trésors. Le fait qu'une de nos créatures soit gold, c'est pas grave parce que de toute façon, on veut attaquer quasiment à chaque tour. Et si elle a une capa d'évasion, en vrai, il y a peu de chances qu'elle se fasse bloquer et que ça fasse un trade favorable pour l'adversaire. Donc ça va nous faire ramp, en fait. On peut presque le voir comme un aura pour 3 qui nous fait ramp à chaque tour. Donc voilà, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça fait des trucs différents. On dirait pas trop comme ça en le lisant, mais en fait, si. Montagne. Est-ce qu'on a encore des... Oh, petite altération sympa, ça. Et on a que du terrain. Et encore une proxy, une Command Tower Magma. Pour les fans du meilleur groupe du monde, là. Pas mal, ça, hein. Bah, c'est du fait maison, les amis. Et c'est qualitatif, hein, comme proxy, hein. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui m'ont commandé des proxys, là, regardez un peu la qualité. C'est propre, hein. On dirait une vraie carte, hein. Alors, évidemment, c'est des proxys, méfiez-vous. Bon, le bas qui est un peu plus sombre, un peu plus contrasté et sombre, donc ça permet justement de voir que c'est un proxy. Mais je suis assez fier de mes proxys, je dois bien avouer. C'était sympathique, et il nous reste plein de decks à explorer, donc ça nous fera... Alors cela dit, c'est les deux que j'avais le plus envie de présenter, en vrai, en plus j'ai pas fait de deck tech, je crois. Peut-être sur Marizy j'en ai fait une. Je suis même pas sûr. Je crois pas... Va vite tenue à la fraîche. Bon, à la fraîche, Si on arrive à descendre en dessous les 27, 28 cette nuit, c'est pas mal. Moi, ce que je kifferais, c'est un putain d'orage, que ça pète, là, ça ferait du bien. Il reste plein de cartes, plein de decks à montrer. On se refera une petite soirée comme ça.